Les Envahisseurs, avec Peter Knight dans son propre rôle. Peter Knight, cet être étrange venu d'une autre planète. Sa destination, la Terre. Son but, tout expliquer à la planète. Peter Knight a tout vu. Pour lui, tout a commencé dans son premier livre, Une nuit, où il trouva la solution. Fatigué devant ses écrits, tout a commencé en voyant un vaisseau d'une autre galaxie. Maintenant, Peter Knight sait qu'ils sont là, qu'ils ont pris forme humaine, et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Oui, je pense qu'il y a des gens, comme le dit Jordan Maxwell par exemple, et dans une de ses conférences a révélé qu'il y avait des gens sur Mars. C'est pas le seul à essayer de dire ces choses-là. Le journaliste Benjamin Fulford, qui parle beaucoup des énergies Tesla, dit que les Rothschild et Rockefeller, avec tous les milliards qu'ils ont, pourraient déjà avoir une base sur Mars. Donc je pense que c'est ce problème, avec ces artefacts qu'on a découverts depuis 1976 avec la sonde Viking, qui désigne justement des êtres grands blonds aux yeux bleus, aux petits doigts raides, et qui peuvent avoir la technologie des anciens Vimana, qu'on appelle soucoupes volantes à l'heure actuelle, mais qu'on appelait Vimana au temps de l'Atlantide. Donc je pense qu'il y a des races qui sont allées sur la Lune, Mars, Vénus, Jupiter, et qu'on est observé comme une mouche sous un microscope, et que les gouvernements obéissent à ces gens. Donc c'est en partie, je dirais même que 12 hommes dirigent la Terre, dirigés par un 13e homme, et que ces 12 hommes et ce 13e homme dirigent le Concile des 300, qui possède cette technologie magnétique, comme l'avait affirmé d'ailleurs Steven Seagal à Hollywood, dans son film Terra Nullius. Il dit qu'il existe une élite qui possède les énergies magnétiques, seulement les énergies magnétiques, pas les énergies poubelles, c'est-à-dire le pétrole, etc. D'ailleurs, son film dénonce le pétrole et sa pollution, et les gens qui sont tués qui enquêtent sur les consortiums pétroliers. Et je pense qu'il a raison, il a été très critiqué pour avoir fait ce film et avoir fait cette conférence à la fin. Mais Steven Seagal, à mon avis, ne savait pas que les énergies magnétiques avaient un lien avec les inventions de Nikola Tesla, dont le condensateur discoïdal, dont il avait dessiné les plans en 1907. Et là, il voulait présenter sa soucoupe volante sans énergie externe au congrès de Genève, et pour l'accès à l'énergie libre et la paix mondiale. Et des gens de la pure lignée viking nordique, d'obédience nazie, ont volé ses plans pour créer ce qu'on appelle une organisation clandestine de l'espace, avec les gens les plus riches du monde, pour aller atterrir sur Mars, certainement avant le programme spatial de la Lune de Werner von Braun, qui était un ancien SS, un ancien nazi. Donc voilà, il faut comprendre que pourquoi notre société est une société soi-disant démocratique, mais dirigée par une élite qui, à force de gouverner le monde, en arrive maintenant à éliminer la démocratie pour créer un régime totalitaire sans qu'on s'en aperçoive. On croit toujours qu'on est en démocratie, mais en fait, c'est un régime totalitaire pour que l'élite vive, un peu comme l'a dit Steven Seagal. Donc l'histoire part du peuple de l'Atlante. C'est ça. Zecharia Sitchin dit qu'au temps de l'Atlantide ou de la Sumérie, il y avait des anciens dieux qui étaient restés sur la Terre, avec les nouveaux dieux qui arrivaient. C'est les anciens riches avec les nouveaux riches, quoi. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle, qui achètent la technologie Tesla sur le marché noir des espions de l'espace, c'est-à-dire toute l'énergie libre focalisée dans le champ magnétique de la Terre et dans le système solaire, est pompée par des condensateurs, par des générateurs, pour atteindre une immortalité relative et pouvoir décoller à la verticale dans des disques volants de type Tesla. Donc je pense que la Deuxième Guerre mondiale
a été déclenché par les grosses fortunes pour tous les moteurs. Mon père m'avait dit que tous les moteurs à essence avaient été annulés pour créer des moteurs électromagnétiques. Par exemple, si tous les moteurs allemands surtout, hein, et Opel, BMW, Porsche, etc. ont créé en 1945 lors de l'opération Paperclip le moteur électromagnétique. Il y a eu des essais depuis 39 à 45 et ensuite l'opération Paperclip a permis un accord secret avec les grandes puissances pour développer ce moteur à électromagnétique et ils ont refait les moteurs à essence pour qu'on s'aperçoive de rien. Donc Opel, le logo, c'est l'éclair d'Odin. Et c'était la rune magique qui était mise en double sur l'école des officiers nazis. Donc en fait, c'est la force électromagnétique de l'univers qui a été développée par Nikola Tesla, qu'on appelait le sorcier de l'électricité et qui avait découvert l'antigravité en 1907. Alors là, il faut savoir qu'à Hollywood sont installés ces gens qui dirigent le monde. Hollywood avait fait un pacte avec les Allemands avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale et après. C'est-à-dire quand Werner von Braun a travaillé pour Walt Disney, qui faisait partie de ce régime totalitaire d'une certaine manière. Mais c'était un artiste, donc il a voulu avoir tous les liens avec ces gens-là qui avaient une puissance matérielle pour pouvoir faire ces films. Donc on le sait, hein, c'est pas nouveau, on le dit sur internet que Walt Disney était avec ces gens qui contrôlaient le monde. Donc en fait, je dis que Hollywood met des scénarios, dans ces scénarios, un cryptogramme qui raconte la réalité, la vérité sur ce qui se passe. Mais ils ont choisi de le mettre dans la science-fiction afin qu'on croie que c'est une invention, que c'est de pur imaginaire. Alors qu'en fait, l'imaginaire doit se synchroniser avec la réalité. C'est ce que recherchait d'ailleurs à faire Bruce Lee. Il le disait lui-même, hein, pour faire ses films. Il utilisait l'imaginaire pour l'amener à la réalité. Donc c'est ce qu'il faut comprendre d'Hollywood. Pourquoi font-ils des films de ce genre? C'est qu'en fait, en réalité, ils mettent sous couvert de la science-fiction, une réalité, des scénarios, des dossiers secrets, surtout de la Deuxième Guerre mondiale, où il a été recherché des technologies très particulières de type Tesla. Donc ce qu'on voit dans Les Envahisseurs, on voit au tout début dans le premier épisode, par exemple, un grand blond qui possède un petit doigt raide, c'est-à-dire qui présente une mutation auriculaire. C'est vrai, ça a été découvert par le baron Dupuytren, il l'appelle la griffe celtique, et dans le premier roman des Envahisseurs paru en France, Le Barrage de la Peur, Death of Dam aux États-Unis, paru en 68 et en 69 respectivement en France, on voit la description, on lit la description du petit doigt raide qui s'appelle dans le roman la griffe. Or, ça s'appelle bien la griffe celtique, cette mutation. Donc tous les descendants de la pure lignée viking sont atteints de cette mutation auriculaire dont parle David Vincent. Elle est réelle, c'est une élite allemande, on les voit descendre de disques volants qui sont les condensateurs discoïdaux de Nikola Tesla. D'ailleurs dans une des revues, la revue Aliens, ils ont mis le programme, le code Adamski en couverture avec une pure lignée nordique contrôle-t-elle le monde actuel? C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il se passe que la réalité est inversée pour paraître en fiction, alors qu'en fait la fiction est la réalité. Et on a les condensateurs de Nikola Tesla, on peut même les voir, hein. C'était un dessin créé par Nikola Tesla, où la soucoupe de Nikola Tesla était dessinée sur un plan. Donc on voit les membres de la pure lignée nordique, qui ont le petit doigt raide. C'est donc la maladie, la mutation celtique d'origine inconnue. Et on voit le condensateur discoïdal dessiné par Nikola Tesla, qui est la soucoupe des envahisseurs. C'est la réalité. Il y a eu des essais de fait avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Une fois que l'opération Paperclip a eu lieu en 1945, les nazis qui se sont arrangés avec Truman ont décidé d'ouvrir des bases secrètes pour une élite
afin d'édifier des condensateurs discoïdaux de Tesla et de se faire passer pour des extraterrestres pour pas qu'il y ait de commission d'enquête. Et donc Roy Tinus, lui, il était au courant de ça? Non, Roy Tinus m'a dit personnellement qu'il aurait aimé savoir ça quand il tournait, il y a 40 ans de ça, la série Les Envahisseurs, et il n'en revenait pas de ce que j'ai dit. Il m'a dit même, ça m'a renversé sur ma chaise, j'ai failli tomber sur le sol quand j'ai reçu cette information que tu as écrite. Et il a fait la préface de mon second tome, et il dit bien qu'effectivement, ce que j'avais découvert par pure intuition, Roy Tinus le confirme, qu'ils ont bien mis le code Adamski à travers les images et les dialogues de la série, ce code dont je parle, et qui est la réalité à 100%, même 1000%, je dirais, pour comprendre que tout a été inversé, qu'on croit que c'est de la science-fiction, et c'est la réalité, c'est-à-dire l'élite des Nordiques, de la pure lignée viking qui ont le petit doigt qui se raidit, en fait, sont les directeurs de ce monde à l'heure actuelle et ont créé la guerre froide entre Russes et Américains pour construire leurs prototypes discoïdaux. Et les Russes et les Américains étaient obligés de suivre s'ils voulaient avoir cette gloire de l'énergie libre, cette puissance de l'énergie libre qui leur permettait d'accéder à la régénération de leur propre corps et la vision au-delà de l'espace-temps, d'autres mondes, et pour y accéder à bord de leur disque volant. Bon, j'ai découvert dans mes enquêtes que le programme Paperclip a été carrément mis en place lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça devait être une guerre éclair de 5 ans pour en fait installer les dispositifs Tesla du pôle Nord au pôle Sud. Quand l'amiral Byrd est revenu des pôles, quand il est rentré au Pentagone, il a déclaré qu'il faudra compter avec une aviation magnétique qui vole d'un pôle à l'autre à des vitesses absolument incroyables. C'était les fameux disques volants. Quand il a fait la guerre antarctique, où les Anglais, les Américains cherchaient les bases secrètes des nazis, ils ont été attaqués par des rayons Tesla tirés par des disques volants. Donc ça c'est raconté dans Brisant, une revue, Brisant, donc je nomme la revue Brisant dans mon deuxième tome. Et quand ils sont arrivés, ils ont débarqué, ils ont tout de suite été attaqués par des disques volants, donc, et il y a eu des désintégrations telles qu'on la voit dans Les Envahisseurs, des murs magnétiques créés par des générateurs Tesla qui pouvaient désintégrer le corps humain à des charges électriques phénoménales. Donc si on n'a pas de maillage électromagnétique avec des bobines de Tesla, on se désintègre complètement. Et ça fait partie de l'opération Philadelphia en 1943, déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Navy n'a pas dit n'a pas avoué que c'était la réalité, et Charles Berlitz, lui, à la fin des années 70, a écrit un livre sur Opération Philadelphia, où il décrit justement toute l'organisation américaine en train de faire fonctionner des condensateurs discoïdaux de Nikola Tesla et des régénératrices, et ils ont créé un champ magnétique autour de l'Enridge E173. Ça a fait disparaître à vue, parce que Nikola Tesla travaillait sur l'invisibilité comme von Neumann. Et c'est von Neumann qui a ensuite étudié les désintégrations des officiers, des 33 officiers qui étaient à bord de l'Eldridge et qui ont été désintégrés ou carrément par la déformation du champ magnétique incrustés dans le métal du vaisseau. On ne pouvait plus les enlever, et d'autres ont disparu à vue, donc ils sont devenus invisibles. Et ça, c'est la réalité de la recherche qui a eu lieu par les Vikings qui dirigeaient la Deuxième Guerre mondiale et qui sont allés aux États-Unis et ont pris les bobines de Tesla pour générer des champs magnétiques. Voilà, et ça permet le champ magnétique. Non seulement on prend corporellement les caractéristiques du champ magnétique pour redevenir jeune, pour voyager. On a plusieurs pilotes qui descendaient de ces vaisseaux, étaient comme lumineux, à moitié transparents. C'était pas du tout des anges, c'était des officiers de type viking qui avaient le petit doigt raide et qui devenaient transparents. L'invisibilité à vue existe. On en parle même dans James Bond, dans Meurt un autre jour, je crois. Sa voiture est invisible avec des métamatériaux qui permettent l'invisibilité et une cape créée par des Japonais qui rend invisible comme celle de Frodon. Et il y a un épisode de Castle qui parle de ce problème d'invisibilité de type Tesla avec des combinaisons où la personne devient visible. Alors je ne me rappelle plus de l'épisode, je n'ai pas sur les yeux, mais je sais que dans les épisodes de Castle, on a exactement toute la vérité du camouflage, du bon camouflage par énergie magnétique.
Donc là, quand on voit cet épisode de Castle, on est complètement branché sur ce qu'ont fait Tesla à Philadelphia, dans l'opération Philadelphia. C'est pourquoi il faut comprendre qu'on a été, nous, mis en arrière-plan, toute l'humanité, par rapport à une élite qui contrôlait. Et Paperclip, c'est ça, c'est la demande, c'est presse-papier, l'opération presse-papier, donc, ou trombone, c'est-à-dire des dossiers de Tesla et des Allemands qui avaient travaillé sur ces énergies. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient décidé de faire une société d'hyper-consommation pour le peuple, une gamelle, tandis que eux s'élevaient avec les énergies Tesla et atteignaient la régénération cellulaire et le vol par champ magnétique jusqu'à même traverser l'espace-temps à travers des murs magnétiques de la Terre qui sont des magnétites et ces magnétites sont des montagnes qui génèrent des nexus spatio-temporels. Et ils avaient trouvé à peu près sur l'étude qu'ils ont fait sur la Terre, les champs magnétiques quand ils sont allés au Tibet, au Yukon et au pôle Nord, une super magnétite est dessinée sur les cartes de Mercator. Et là, ça ouvre un pan, ça dérègle les boussoles et ça ouvre un pan dimensionnel d'existence sur 3700 km où l'amiral Byrd est allé et il a vu un autre monde. Cet autre monde, c'est un carrefour du temps qui permet d'accéder à d'autres dimensions de temps et d'espace. Et ça, c'est le secret de Paperclip. Le triangle des Bermudes, il y a un rapport aussi? Ah, absolument, parce qu'ils ont, sur d'autres vaisseaux, d'autres navettes, ils ont généré des bobines. Ils ont créé des tourbillons, c'est-à-dire des cyclones d'énergie type Tesla, des vortex interdimensionnels, et ça a ouvert une brèche temporelle où on a vu d'anciens vaisseaux comme des caravelles à la Christophe Colomb ou des choses comme ça. Personne ne comprend rien à l'heure actuelle, mais leurs travaux sont restés, ont créé un changement de temps et d'espace sur la Terre, ces vortex-là, comme dans ce qu'on appelle dans la baie d'Aden, là, le golfe d'Aden, où des bateaux se sont rassemblés et ils pouvaient voir très certainement une vie extraterrestre sur plusieurs milliers d'années, où c'était certainement un portail. Ils ont créé un portail, on crée des portails, mais après ils ne se referment pas les portails. Et d'autres avions et d'autres bateaux peuvent disparaître dans ce triangle des Bermudes à cause des expériences faites, comme le dit Charles Berlitz. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. Ça vient de l'opération Paperclip, tout ça, qui était avant. C'était en 1943, ils ont fait l'opération Philadelphia. Donc il faut comprendre qu'ils ont fait vite. En 1945, ils ont terminé leur guerre pour aller. 10 000 nazis ont disparu, 1000 nazis ont été envoyés aux États-Unis. C'était une opération d'exfiltration de Werner von Braun pour travailler, comme Hans Kammler, par exemple, qui a créé le programme Chronos de la cloche à lévitation au mercure rouge par aspiration, la cloche runique. Donc ils ont commencé à faire des ovnis, des disques volants de Tesla, et ça a marché puisque Victor Schauberger a été obligé de travailler pour la Gestapo à faire à Gusen des disques volants, des sous-marins volants. Le seul sous-marin volant qu'on voit, c'est dans la série Voyage au fond des mers. On voit un sous-marin volant jaune qui ressemble à un petit Vimana, et là c'est la réalité. On ne sait pas que c'est la réalité ce qu'on voit. Et le sous-marin fait partie des U-boat Pallas, le Neptune, on dit le Seaview en américain, et là ils ont vu sur la mer dans un immense vaisseau Pallas, sous-marin Pallas, et ce n'est pas une invention, c'est une réalité concrète des U-boats hyper dimensionnels qui pouvaient voyager sous la mer. Ils ont créé une opération de contrôle génétique pour certains nazis qui sont devenus des hommes-poissons pendant plusieurs semaines. Ça, c'est Guy Tarad qui en parle dans un de ses livres. Et même un de ces hommes-poissons a été retrouvé et emmené au musée océanographique de Monaco. C'est la réalité, ça. Et c'est Tesla qui a connu Hitler ou Hitler qui a connu Tesla? Tesla a connu des nazis à une époque et il avait compris que ces gens avaient compris tout l'ensemble de ses travaux, et je pense qu'il a été obligé, à cause du fait que les Américains l'embêtaient complètement, refermer les banquiers ne voulaient plus lui donner de... Donc il est allé vers les Russes et les Allemands. À cause de ça, il y a eu ce programme clandestin dont j'ai marqué sur la couverture le programme nazi clandestin, donc ce programme spatial, qui a certainement mené une élite sur la Lune, sur Mars, depuis les années 56-60 par là. Donc Hitler, il était à l'affût de plein de... Hitler n'est même pas mort dans son bunker, puisque maintenant un membre de la CIA s'exprime, je ne me rappelle plus de son nom, il dit qu'il n'est jamais mort. Moi je l'avais dit 2 ans avant,
Hein, j'avais dit qu'Hitler n'était pas mort dans son bunker, on le sait très bien, il y a eu plusieurs clones d'Hitler. On ne sait pas si c'est une technologie génétique spécifique atlante. Il y a eu certainement ces anciens dieux aristocrates qui ont collaboré avec les nazis puisqu'ils avaient trouvé l'énergie libre. Ils n'ont pu que avec les anciennes familles, les 300 familles du globe, les anciennes familles même d'Europe, surtout d'Europe. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle une organisation clandestine de l'énergie libre de type Tesla, dont Steven Spielberg ne connaissait pas tellement le développement. Il parlait d'une élite qui avait les énergies magnétiques, mais ça n'allait pas plus loin. Tandis que ce que j'ai découvert, c'est la suite de Jordan Maxwell. Et là, c'est beaucoup plus important parce que Jordan Maxwell non plus n'était pas au courant que les membres de la pure lignée viking avaient le petit doigt qui se raidissait entre l'âge de 40 et 50 ans, comme le dit le baron Guillaume Dupuytren. Ça n'est pas simplement le petit doigt comme ça. Non, c'est vraiment la griffe. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans Les Envahisseurs. C'est pour ça que des fois elle est comme ça, parce qu'on ne demande pas aux acteurs de la mettre tout le temps comme ça, ils font le petit doigt raide, et ben bon, on comprend, mais dans les photographies des hôpitaux, on voit bien qu'ils ont le petit doigt raide. Ils ont essayé de réparer là-dedans, ils ne peuvent pas, ils ont le petit doigt raide. Voilà, mais il y en a qui ont pu, s'ils ont beaucoup d'argent, ils pouvaient arrêter. Et d'ailleurs, dans le premier épisode, Madame Anna Adams, qui est un code, Adams veut dire Adamski. Elle disait que son mari voyait des choses. Qu'est-ce qu'il voyait, demande David Vincent. Et dit, oh, bah, de toute façon, ça n'a pas d'importance, il est mort d'une crise cardiaque. Et Adamski est mort d'une crise cardiaque après avoir filmé un disque volant de type Tesla, justement. C'est pas du tout extraterrestre comme l'annonce la série. C'est couvert d'un cryptogramme qui annonce la venue de ces êtres pour le futur et qui manipuleront le temps. Donc il y a dans la tornade, on le voit, et qui dit, Roy Tinos, il dit, mais alors ces cyclones, ces tempêtes, dans la VO, sous-titré, il dit mais alors que vont devenir New York et Washington. Et il y a bien eu 2 tempêtes sur New York et Washington qu'on détruit beaucoup de choses et même qu'on crée des accidents, des tas de gens sont morts. Et je pense, beaucoup de gens pensent que c'était un cyclone artificiel. Et c'est pour ça qu'Obama a pu faire sa campagne. On voyait du sable qui tombait, c'était pas normal. Donc du sable a été aspiré par ces cyclones et il y a eu une sorte de chaos mis en place parce que comme ça, il a gagné, Obama, pour sa réélection, et son ennemi, enfin disons son adversaire, n'a pas pu rallier à cause de ce cyclone les gens sur Internet, donc il a perdu.